Salut tout le monde. Et c'est sa première chez nous ce soir. Il est partenaire de l'émission puisqu'habituellement il nous fournit les sandwichs. Il est directeur d'Intermarché de Los Angeles, mais surtout un grand passionné du RC Lens. C'est Hans De Croos. Bonsoir Hans. Bonsoir à tous. Salut. J'ai pas écorché le nom de famille, Hans. Non, c'est très bien, Hans De Croos, ouais, très bien. Ok. Et Hans qui nous parlera ce soir de l'opération Le Noël des enfants, que vous connaissez sûrement en tant que supporter du RC Lens, et on en dira un peu plus ce soir. Et enfin, c'est notre invité exceptionnel, grand passionné du RC Lens. C'est dans un autre sport qu'il s'illustre, puisqu'il tutoie les sommets du basket autant qu'il dit tu à Tony Parker. C'est Nando De Colo. Bonsoir Nando. Bonsoir. Salut. Merci d'avoir répondu à l'invitation Nando. Nando que nous aurons l'occasion d'interviewer en deuxième partie d'émission sur sa carrière et sa passion du RC Lens. Mais nous ne ferons pas que ça dans Culture Sang et Or, puisque nous reviendrons sur le début de saison du RC Lens. Nous aurons un débat plus général sur la Ligue 1 et la volonté de certains de ses dirigeants de la passer à 18 clubs. Quel pourrait en être l'impact pour le RC Lens? Et c'est après notre célèbre quiz Culture Sang et Or que nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Nando De Colo pour ensuite parler de la belle opération solidaire organisée par les supporters du RC Lens, le Noël des enfants. Mais avant de démarrer l'émission, sachez-le, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Lens United, celle sur laquelle vous êtes déjà puisque vous regardez ce live, et poser les questions que vous souhaitez à Nando De Colo. Je me chargerai bien évidemment de les lui poser. Je ne l'ai pas dit, on parlera également du début de saison du RC Lens, et pendant que l'on en parlera, vous pourrez également poser toutes les questions qui vous plaira. Je les regarderai dans les commentaires et je les transmettrai à notre équipe. Allez, je pense qu'il est venu le temps de siffler la première mi-temps de Culture Sang et Or. Alors, on a eu des petits problèmes de son au début, désolé, je pense que c'est réglé maintenant. Vous avez peut-être loupé 2-3 de mes interventions que je qualifierais de brillantes pour ceux qui ne les ont pas entendues, mais elles l'étaient, je vous en assure. Alors, j'ai dit en début d'émission qu'il n'y avait pas de débrief de match à faire aujourd'hui, mais cela n'est pas totalement vrai puisqu'il y a eu un match amical face à Anderlecht remporté par le RC Lens 3-1, c'était ce vendredi, 2 buts de Kalimundo et 1 de Banza. Donc, c'est un match qui a eu lieu à huis clos. Mais là, je vais faire appel à nos insiders lensois, Greg et Samuel, qui n'ont pas pu assister aux conférences de presse puisqu'il n'y a pas eu de conférence de presse, mais qui ont peut-être quelques petites infos sur le match, des infos que peu de supporters ont pu avoir. Greg, est-ce que tu as eu des infos sur cette victoire du RC Lens? La victoire, oui, 3-1, c'est quand même, c'est un score ça reste un match amical, un match de préparation. Il faut surtout évidemment pas tirer de conclusion, mais en tout cas, j'ai eu Franck Hez, moi, au téléphone quelques minutes après le match, et c'est vrai que il avait l'air très très satisfait. Personne n'a vu d'image, si ce n'est les 3 buts qui ont pu être diffusés sur le site officiel du Racing Club de Lens, parce qu'évidemment, en ce moment, il y a personne dans les stades, tout simplement, y compris nous. Donc, on n'est pas là. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que visiblement, le changement tactique qui a été opéré, c'est-à-dire beaucoup de changements et de tests, hein, c'est-à-dire un passage avec 3 attaquants, hein, qu'on avait pu voir notamment en fin de match aussi face à Reims. Et ben, il a été réédité. Ça a été Kalimundo à gauche, et puis à droite c'était Corentin Jean, et devant Simon Banza. Apparemment, ça a fait des étincelles, et puis c'est encore une belle victoire contre une belle équipe belge. Comme Lens avait pu battre Charleroi, qui était une belle équipe aussi en amical il y a à peu près un mois, qui avait pas perdu de match et qui avait pris 5-2 à la Gaillette. Alors ça reste que des matchs de préparation, mais quand on est capable de taper des équipes de ce calibre-là, c'est qu'on est tout à fait capable de se maintenir en Ligue 1. Alors ça reste, encore une fois, il faut pas tirer de conclusions hâtives, mais ça reste important. Et puis il y a eu des buts, il y a eu vraiment de la vivacité, visiblement de la fluidité, d'après ce que m'ont dit les gens que j'ai pu avoir. Donc à voir. Moi j'y étais pas, je peux pas en certifier de visu, mais en tout cas on a senti pas mal de satisfaction. Bon, c'est clair qu'on est obligé de croire ce qu'on a pu nous dire. Il y a un score qui est là, net et précis, 3-1 pour le RC Lens. Donc effectivement, comme tu le disais, tous les voyants sont au vert en ce moment, on peut le dire, et continuent d'être au vert. Samuel, est-ce que toi, tu as eu d'autres infos sur ce match amical? Pas plus que celle de Greg. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que Charles Bolly a joué enfin ses premières minutes cette saison. Il était là en tout début de préparation. Il a joué quelques minutes contre Anderlecht. Alors effectivement, Greg l'a souligné, ils sont passés en 3-4-3. Donc c'était un schéma de jeu qui était privilégié la saison dernière. Et Charles Bolly a donc joué dans le milieu à 4 là. Donc ça va être intéressant de voir à quel poste il va pouvoir évoluer ces prochaines semaines, parce qu'on l'a dit, il
il y a une petite carence à ce poste de milieu défensif dans l'équipe actuelle, parce qu'il y a que 3 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Donc on a vu Mauricio, il y aura peut-être Charles Bolly dans les prochaines semaines, et puis à saluer effectivement, comme l'a dit Greg, le doublé de Kalimundo qui a évolué pas mal de temps au poste d'ailier gauche, quoi. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une continuité également dans les matchs amicaux. Donc ce sera quelques infos qu'on peut donner comme ça aux supporters. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter peut-être, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce match amical? On peut malheureusement pas en dire grand-chose. Greg, peut-être? Non, simplement la bonne nouvelle aussi. L'autre bonne nouvelle, c'est que Gaël Kakuta, même s'il était en sélection, donc il n'a pas joué, mais c'est visiblement sa petite gêne au pied est réglée. Il a plus de problème. Il a plus de problème au pied, donc il a pu jouer en sélection. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. Seko Fofana a joué lui ce match. Il a joué 60 minutes, a visiblement été très percutant. Il avait joué 30 minutes contre Reims. Tout semble revenir un peu à la normale. Il y avait que Jonathan Klaus et Tony Mauricio qui n'ont pas pu participer à cette rencontre, mais vraiment rien de grave apparemment. Donc il y aura visiblement on va dire un effectif pléthorique, en tout cas étoffé, pour l'enchaînement des 3 matchs qui viennent la semaine prochaine, dimanche contre Dijon, mercredi prochain contre Nantes, et ensuite la réception de Angers le dimanche qui suit. Et ben voilà, il va y avoir 8 matchs jusqu'à Noël, et donc c'est bien de retrouver pour le Racing Club de Lens tous ces joueurs. Il y avait beaucoup de suspendus aussi. Il y avait 3 suspendus, on rappelle, contre Reims, qu'il y a Isaac, notamment, Grady. Et donc voilà, et ça reste bien de faire tourner, mais aussi d'avoir des joueurs qui reviennent tous au bon moment, en pleine forme. Voilà. Bah merci, ça fait des infos. J'essaie de régler des problèmes de son en même temps, c'est très très compliqué, mais le principal c'est que les viewers ont toutes les infos données par Greg. On va passer tout de suite à notre point sur le début de saison du RC Lens, et je vais en profiter pour poser ma première question d'aujourd'hui à Nando Decolo. Nando, qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir, je vous en remercie encore. Est-ce que vous arrivez déjà à voir les matchs du RC Lens? Vous êtes en Turquie, on le rappelle. Alors tout d'abord, c'est avec plaisir que je suis parmi vous. Et évidemment, depuis la Turquie, c'est assez difficile de pouvoir suivre tous les matchs. Mais bon, on a la chance de vivre à une époque où on a Twitter qui nous permet d'avoir un maximum d'informations. Donc c'est surtout par ce biais que je suis l'équipe. Et puis, j'ai eu la chance de voir le premier match contre Nice, parce que c'était un dimanche. C'était aussi, je crois que c'était peut-être la finale de la Champions League le même jour. Ouais. Donc voilà, ma femme savait que ça allait être une soirée football. Je suis tombé dessus juste avant. Bon voilà, je me suis mis devant. Ça m'a rappelé un peu mes dimanches quand j'étais jeune, parce que comme je le disais juste avant ce live, dans notre milieu, il y a plus de week-end à un certain moment. On peut jouer du lundi au dimanche à n'importe quelle heure. Donc voilà, suivre l'équipe, je le fais. Regarder les matchs, c'est un peu plus compliqué. Mais derrière, comme j'ai dit, il y a Twitter pour aider, et c'est très bien. Tu nous as dit que tu avais quand même un petit avis sur le début de saison du RC Lens, donc on aura l'occasion d'en parler, même si tu n'as pas pu voir tous les matchs. Parfois, il faut privilégier sa vie de couple. C'est comme ça aussi, d'être sportif de haut niveau. Je vais vous poser une question très simple sur ce début de match. Un rapport comptable évident. On a réussi à engranger 14 points sur 24 possibles, quelque chose d'assez inespéré. Cet été, on n'aurait pas parié sur autant de points pour le RC Lens. Ma question sera un peu brutale, un petit peu provocatrice, mais est-ce que, avec ce nombre de points, vous vous inquiétez encore pour le maintien, ou pour vous, ça y est, c'est bon, c'est validé déjà? Samuel. Eh bien, écoutez, il y a une réponse officielle et une réponse officieuse. Je vais choisir la réponse officielle. Je pense qu'il faut toujours continuer à batailler pour le maintien, parce que le maintien, il faut aller chercher à 42 points. Et pour l'instant, le RC Lens en est loin. Maintenant, la réponse officieuse, sincèrement, je vois pas comment on peut être inquiet pour cette équipe, parce que c'est vrai qu'elle apporte beaucoup de garanties dans beaucoup de secteurs de jeu. Moi, c'est une équipe qui me bluffe. Vraiment, je suis bluffé par l'équipe de Franck Hess depuis le début de saison. J'estime que 14 points, c'est mal payé en plus, vu la physionomie de beaucoup de rencontres. Thomas, tu sais que je suis très intéressé par les statistiques et par les expected goals. C'est sincèrement. Je dirais que c'est ton dada. Sincèrement, si on s'intéresse au but attendu, etc., aux données statistiques, l'équipe de Lens aurait pu empocher encore plus de points.
Donc bon, il y a beaucoup de certitudes, je crois dans cette équipe. Et voilà, évidemment, il va falloir batailler jusqu'au bout de la saison. Et de toute façon, on a vu avec cette équipe que c'est à partir du moment où quelque part ils n'ont plus les pieds sur terre et ils sont plus dans l'unité, qui commencent à piocher, qui commencent à couler. Donc surtout garder ces notions-là de travail, d'humilité, voilà, c'est ce qui fait l'ADN du RC Lens. Et puis s'ils gardent ça en tête, donc encore une fois, je suis pas inquiet. Il y aura peut-être des belles surprises à la fin de la saison. Et on le voit sur les commentaires du chat, il y a GG qui parle de ces 3 points perdus à Nîmes. Ça fait partie des petits regrets dont tu pouvais parler, cette égalisation en fin de match et peut-être même les points perdus face à les 2 points perdus face à Nîmes. Effectivement, Greg, toujours cet esprit de précision, tout simplement, qui t'honore. Hans, toi, est-ce que tu t'inquiètes encore pour le maintien ou pour toi c'est bon, c'est gagné? Alors gagner, on le voit bien avec toutes les saisons du Racing Club de Lens qui se sont suivies. On sait très bien que le suspense, on arrive à le maintenir chez nous très longtemps. Je pense que ce qui va être charnière, comme chaque année, ça va être janvier-février, où c'est des mois qui sont compliqués à gérer pour nous. On l'a vu sur les différentes saisons, mais ce qui est certain, c'est que, comme tu l'as dit, 14 points sur 24, c'est certain, on en a perdu quelques-uns qu'on aurait mérité, mais c'est inespéré. Au mois d'août, on nous aurait dit 14 points. Là, au mois de novembre, sur 24, on aurait tous signé, quoi. Ouais, complètement. Et Nando, est-ce que toi, tu t'y attendais à ce nombre de points quand tu as vu le groupe du RC Lens? Non, bien sûr que non. Je veux dire, on sait à quel point c'est toujours difficile de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. Donc, surtout avec un groupe assez nouveau. Donc derrière, le fait de commencer la saison sur ces résultats, c'est plus qu'encourageant. Je reviens sur ce que Samuel a dit, c'est exactement ça, c'est garder les objectifs en tête et puis ne pas s'enflammer pour la moindre victoire. Il y a eu évidemment des points de lâcher, je pense surtout moi par exemple au premier match à Nice où le match doit être, voilà, c'est le seul match que j'ai vu, mais Lens a clairement dominé le match. Il y a eu 2 erreurs défensives qui ont été payées cash et c'est là où on voit l'expérience des autres équipes à ce niveau-là. Après, est-ce que c'est pas mieux de commencer par une défaite et derrière se remotiver sur un pari diminué et enchaîner les victoires qu'il y a eu que le contraire? Ça, on va pas refaire le début de saison. Maintenant, c'est aussi garder le rythme. Comme on l'a dit tout à l'heure, les matchs amicaux servent quand même. Il faut en prendre conscience parce que jouer un match dernièrement contre Reims sans avoir joué les 2 dernières semaines, c'est compliqué. En étant sportif de haut niveau, je sais ce que le rythme de jeu signifie et donc à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le résultat est très bien. Et puis, bon, faut pas oublier qu'il y a aussi 2 matchs de retard. Il y a 2 matchs de retard, c'est ce qui nous a été rappelé dans le chat et on parlera un petit peu de la préparation physique du RC Lens. Tu pourras nous donner ton avis parce que nous on a eu des petites infos sur pas mal de nouveautés dans ce domaine-là au RC Lens et peut-être que le bon début de saison est aussi à mettre au crédit de ça. Autre chose qui fait que le début de saison du RC Lens a été une réussite, c'est le recrutement. Alors, on loue régulièrement les compétences de Florent Gisolfi et son équipe parce qu'il y a eu des nouveaux joueurs et la plupart des recrues sont utiles ou en tout cas utilisées dans le schéma de Francaise. Je voulais mettre l'accent, moi, sur 4 recrues. 4 joueurs du RC Lens, dont 3 recrues, des jeunes joueurs, à en savoir Medina, Badé, Doucouré et Ganago. Alors c'est simple, aujourd'hui le RC Lens n'est pas dans une logique de trading comme le peut l'être le LOSC, mais ces joueurs-là, il s'avère qu'on en parle de plus en plus, que c'est des jeunes joueurs qui répondent bien présents. Ma question, encore une fois, sera un petit peu provocatrice. À votre avis, sur ces 4 joueurs, lequel aura la plus grosse valeur marchande cet été et pourquoi? Peut-être commencer par Greg sur ce point-là. Alors, répète-moi, Medina, Badé, Doucouré et Ganago. Ouais, c'est compliqué à dire parce que c'est toujours, évidemment, Ignatius Ganago, s'il continue à scorer comme il score, ça reste un attaquant, donc forcément, fatalement, il aura une valeur marchande qui sera certainement plus forte qu'un défenseur. Mais véritablement, celui, même s'il n'a pas été bon, moi je trouvais évidemment comme toute la défense, mais il n'a vraiment pas été bon contre Reims. Évidemment, Loïc Badé. On rappelle que c'est quelqu'un qui avait 7 matchs de Ligue 2 avant d'arriver cet été.
qui avait joué 6 mois en professionnel. Il a 21 ans. Il va avoir 21 ans. Il est assez incroyable de sérénité. Il a encore une capacité d'absorption de la pression qui, moi, me stupéfie pour un joueur à ce poste, voilà, qui a très peu d'expérience au final. Donc, moi, je pense que ouais, Loïc Badet aura probablement une grosse plus-value, à condition que, si je dois le comparer à Tchèque Doucouré, que Tchèque Doucouré continue pas à progresser comme ça, parce que là, depuis un mois, Tchèque Doucouré, que j'avais trouvé moi un peu en dedans sur les premiers matchs, voilà, il avait du mal à casser des lignes. S'il fait des mi-temps comme il a fait la première mi-temps contre Reims, mais aussi comme il a pu en faire depuis un petit temps, Tchèque Doucouré était vraiment en train de prendre une autre dimension. Moi, j'avais peur qu'il plafonne un peu, et je sentais en début de saison qu'il donnait pas sa pleine mesure, et là, il a visiblement mentalement passé un cap, et il est devenu un peu le patron. En tout cas, il est capable de se projeter, de récupérer, et évidemment, il est jeune, et évidemment, en plus, il est à l'écoute. C'est ce que disait déjà Philippe Montagny à l'époque, il l'avait lancé. Il disait, j'ai vu un joueur, j'ai un joueur qui est très à l'écoute, et c'est ce qu'il me dit encore, c'est ce qu'on me dit encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais qui n'est jamais, on va dire, assis sur ses acquis. Et évidemment que si Tchèque Doucouré continue comme ça, il va valoir de l'argent. Après, reste à savoir quel sera le classement du Racing Club de Lens en fin de saison. Et est-ce que ces joueurs, imaginons qui se sentent bien, qui aillent chercher une place dans les 10 premiers, ils disent pas, en fait, pour moi, le mieux, c'est de continuer à progresser dans ce club où je me sens bien, et où je connais évidemment la manière de fonctionner, parce que on a vu des joueurs aussi partir après. Il y a Lens Dijon qui arrive samedi. Je suis pas sûr que Mourir Chouillard était le meilleur choix la saison dernière de quitter les RC Lens en fin de mercato à Dijon, parce que voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir faire une pause dans sa carrière en se disant, peut-être que continuer ici, même si le chant des sirènes ailleurs me disent viens, c'est pas mieux. Donc on verra, mais oui, Loïc Badet et Tchèque Doucouré ont quand même une marge de progression, et une part de très haut déjà, donc il risque de valoir cher à l'été prochain. Voilà. Allez, je veux un nom, Greg. Ton vote. Allez, je vais dire Ganago parce que c'est un attaquant. Ok, Ganago, c'est un attaquant, à condition effectivement de garder ses stats. Nando, il connaît ça, il sait que dans le basket, il y a des postes qui sont souvent plus mis en valeur que d'autres. Ouais. En ce moment, il y a une petite folie sur les défenseurs, je trouve, en foot. Bon, c'est sûr, rien à voir avec ce qui se passe sur les attaquants, mais je trouve de plus en plus les cotes des défenseurs explosent. Samuel, toi, ton pari irait sur qui? Alors, je parle pognon ce soir, j'ai envie de parler pognon. Voilà, la question pognon m'intéresse moyennement, mais je vais quand même répondre, Tom. Est-ce que déjà, je te pose une question, Thomas, je sais que normalement c'est le contraire, mais est-ce que tu poses cette question par rapport au dossier de Smarter Scout? Exactement, ce que je me suis régalé à lire. Alors exactement, donc Smarter Scout, donc c'est un site de scouting, et ils ont sorti un dossier sur le RC Lens. Alors évidemment, ils s'intéressent à plein de clubs dans le monde, et disons qu'ils sont hypés, comme disent les jeunes, par le RC Lens depuis le début de saison, et notamment par les quatre joueurs qu'a cité Thomas, en disant voilà, ce sont des joueurs qui sont à un niveau qu'on n'attendait pas du tout, et qui ont une marge de progression en plus qui est très conséquente. Et en fait, ils ont mis en évidence les statistiques donc des 4 joueurs que Thomas a cités, avec des joueurs qui ont globalement le même profil. Donc par exemple, le début de saison de Tchèque Doucouré a été comparé avec la saison de Tanguy Ndombele quand il jouait à Lyon, donc en 2017-2018. Les 4 ou 5 matchs de Ganago ont été comparés au match que, pardon, les gens vont penser que je suis complètement dingue, mais c'est pas moi, c'est Smarter Scout. Donc les matchs de Ganago ont été comparés au match de Mbappé et de Haaland, l'attaquant de Dortmund. Alors, je sais, bon, voilà, Greg Lallement, il dit que je suis dingue, mais bon, encore une fois, j'y suis pour rien. Simplement. Tu fais que citer, là. Je ne fais que citer, voilà. Ouais, mais bon, il aime bien citer, ça permet de se dédouaner sur ce qu'il pense vraiment. C'est du Sam Duhamel. Simplement pour dire qu'effectivement, sur les, alors ça, encore une fois, c'est 7 matchs, on va pas s'enflammer après 7 matchs. Mais disons que les performances de ces 4 joueurs, donc, Medina, Badet, Doucouré et Ganago, sont vraiment très, très prometteuses. Donc, disons que le souhait que j'ai en tant qu'observateur du Racing Club de Lens, on va dire des choses comme ça, c'est que ces joueurs restent là le plus longtemps possible. Et donc, j'ai pas envie de parler d'une vente et d'une plus-value à court terme, notamment. Nando, je vais te poser une question sur ces joueurs, donc Medina, Badet, Doucouré, Ganago. Est-ce que tu as pu les observer? Est-ce qu'il y en a un parmi cette liste qui t'a le plus impressionné qu'un autre? Non, malheureusement, j'ai pas pu observer comme nos 2 experts qui ont pris la parole avant moi. Le seul match, comme j'ai dit, que j'ai pu voir, c'était le premier. Donc, c'était un début de saison
où l'équipe n'était pas encore vraiment partie. Après, ce que je pense, c'est qu'évidemment, c'est des joueurs qui sont avant tout très jeunes et qui ont beaucoup pour progresser. Et je pense que leur cote, elle va surtout évoluer. Et là-dessus, je rejoins Greg, en fonction des résultats collectifs. Après, si évidemment on a un Ganago qui continue de marquer, bon, même si on parle beaucoup de joueurs défensifs, on sait qu'au football, on gagne avec des buts avant tout. Donc voilà. Et je vais poser la même question à Hans. Hans, je te demande également de te mouiller. Pour toi, lequel de ces 4 joueurs vaudra le plus cher cet été? Le plus cher, comme le dit Greg, un attaquant, ça vaut toujours plus cher qu'un défenseur, malheureusement. Mais là, moi, j'ai pu voir aussi quelques matchs au stade. Et l'impression de la défense par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, Badé, Medina, c'est très impressionnant. C'est serein. Alors, il y a eu des matchs, il y a eu des loupés, mais bon, ça arrive, ils sont jeunes. Je pense que Badé sera impressionnant, mais comme Sam, on préfère les garder le plus longtemps possible. Il risque d'avoir beaucoup de demandes sur quelqu'un comme Ganago, donc je pense que ça sera Ganago. Pour moi, si j'ai un vote, ça sera Ganago. Et on verra quels seront les résultats du RC Lens cette saison pour savoir s'il y a vraiment besoin de vendre ces joueurs, parce que peut-être qu'on les gardera tous et qu'on saura pas tellement quelle est leur vraie valeur marchande, puisqu'elle sera que hypothétique. Enfin, espérons-le ou pas, je sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Une autre question que je vais poser sur le mercato là récemment, donc on a 2 matchs qui ont sauté, des matchs où j'aurais cru voir Kalimuendo jouer. Pour moi, c'était possible que Kalimuendo joue contre Nantes et Marseille, mais du coup, vu que Ganago revient de blessure, est-ce que Kalimuendo a pas loupé un petit peu contre sa volonté sa chance, Greg? Ouais, alors je sais pas si vous avez lu La Voix des Sports, je fais un peu c'est le moment auto-promo de ce matin, mais on expliquait notamment. Il faut, Greg. Ouais, il faut dire les choses. Ce matin dans La Voix des Sports, on a fait un petit dossier pour expliquer ce qui s'est réellement passé pendant le Covid. Donc on a donné les noms des joueurs de Lens et du staff qui ont eu le Covid date après date. Et en fait, je pense que Kalimuendo, simplement, il aurait été titulaire contre Reims s'il n'avait pas chopé le Covid une grosse quinzaine de jours avant. Il est revenu après les autres. À l'entraînement. Et donc, du coup, fatalement, il était pas prêt pour jouer 90 minutes. Moi, je pense qu'il aurait été titulaire si tel n'avait pas été le cas. Finalement, ça a été Simon Banza et Florian Sotoka. Mais voilà, je pense que c'est une vraie explication. Est-ce qu'il a perdu du temps? Je sais pas, parce qu'il a quand même mis 2 buts là encore en amical, et visiblement il s'est vite intégré. Il est dans le coup du 2e but contre Reims, où c'est lui qui provoque le but contre son camp. C'est quelqu'un qui est très remuant, et je pense que bien sûr il a exactement le même profil que Ganago. Il est venu pour suppléer entre guillemets Ganago dans le style. C'est un joueur de profondeur, quelqu'un qui va jouer sur les remises et sur sa vitesse. Mais voilà, pour le coup, moi, je suis pas sûr au contraire. Et encore une fois, il y a 8 matchs qui viennent d'ici jusqu'au 23 décembre. C'est autant que les 8 premiers matchs qui ont été joués depuis le 23 août. Donc, ça veut dire en un peu plus d'un mois, là, on va jouer autant de matchs qu'en 3 mois. Et ce groupe pléthorique, vu comme ça, effectivement, ça peut sembler en tout cas compliqué pour les joueurs de trouver leur place. Mais moi, connaissant Franck Hez et notamment cette capacité à changer les systèmes techniques et tactiques, tout le monde aura du temps de jeu. Il y a 5 changements par match aussi, ce qui change aussi la donne dans chaque rencontre. Et quand vous avez 5 changements par match et que vous avez du monde sur le banc et que vous avez un match tous les 3 jours, ce serait quand même bien dommage de ne pas faire tourner. Voilà. Ouais, donc il a encore sa carte à jouer. Ghislain nous propose une paire Ganago-Kalimuendo. Alors je ne sais pas ce que ça donnerait en termes d'équilibre, mais ce serait physique devant. Ce serait assez physique. Ce serait vif quand même. Très vif. Samuel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le cas Kalimuendo? Pas particulièrement, si ce n'est qu'évidemment on a hâte de le voir jouer. Il a été pris en toute fin de mercato, notamment parce que Ganago s'est blessé. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Et encore une fois, il a des stats très intéressantes, que ça soit en équipe de France moins de 20 ans ou avec les U19 du Paris Saint-Germain en Youth League. Donc il a montré qu'il avait le niveau Ligue 1. C'était une interrogation quand même parce c'est sa première saison en Ligue 1. Mais sur les bouts de match, les bouts de match qu'on a vus, il a fait des différences très rapidement. Et je pense que d'un point de vue statistique, comme dans le jeu, il va pouvoir apporter beaucoup à l'équipe.
Et je vais, Nando, te poser une question. Est-ce que toi, au cours de ta carrière, tu as déjà été le gars comme ça qui était sur le banc, un petit peu le gars en équipe B, mais qui avait la possibilité de creuser son sillon? À quel moment de ta carrière tu as eu ça? Ouais, ça m'est arrivé surtout sur mes 2 années en NBA. Ouais. C'était surtout ce moment-là où j'ai connu ça. Je ne parle pas du début de ma carrière parce que Ouais. c'est différent. Quand tu es jeune, tu as un autre rôle. Tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais qu'il faut passer par là pour ensuite intégrer l'équipe première. Mais sur mes 2 années aux États-Unis, il y a eu des moments vers la fin de première saison et surtout la deuxième où évidemment j'ai connu comment dire, cette sensation d'être sur le banc, de ne pas avoir le temps de jeu que j'aurais pu mériter. Mais après, voilà. Tu fais quoi dans ce cas-là? C'est quoi ton attitude? Alors, je me suis mis à te tutoyer en cours d'émission, Ouais, Nando. y a Vraiment, pas de problème, j'ai t'inquiète pris pas. mon. On peut partir là-dessus, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que je fais? Bah, rien. Je veux dire, il y a pas grand-chose à faire en soi. Enfin, si, en fait, il y a deux choix. Soit tu t'appuies toi sur ton sort, soit tu continues de travailler. Et puis, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, j'avais 24 ans, donc ma carrière commençait. J'étais même pas encore au milieu de ma carrière, donc je savais qu'il fallait continuer de bosser. J'étais aux États-Unis, c'était un, un autre style de jeu, d'entraînement aussi surtout. Donc j'avais vraiment pris ça au sérieux, le fait de me concentrer un peu plus sur les entraînements individuels pour vraiment progresser sur moi et puis derrière prendre ce qu'on aurait pu me donner. Donc voilà, Ouais. il y a pas grand-chose de plus à faire. Le coach reste le patron, quels que soient ses choix et encore plus quand tu es dans une équipe qui est la meilleure à ce moment-là. Arnaud Calimundo t'écoute sûrement religieusement. Greg, tu voulais rajouter? Ouais, Nando, toi, je crois l'année dernière, si je ne me trompe pas, au championnat du monde avec l'équipe de France, tu étais considéré comme le sixième homme et ça t'a pas empêché d'être décisif plusieurs fois. Et comment t'avais vécu ça et voilà, est-ce que après, quand on mûrit, on se dit, en fait, on a besoin de tout le monde dans un groupe pour aller chercher des résultats. Je vous rappelle que vous aviez été chercher une belle médaille de bronze au championnat du monde en Chine. Et toi qui es quand même un leader, en tout cas depuis pas mal d'années, comment tu avais vécu ça et surtout l'expérience t'a-t-elle permis de prendre ça avec un peu plus de recul simplement? Alors, en équipe de France, j'ai tout connu. Je veux dire, quelles que soient les situations, je les ai connues, les unes après les autres. Si on revient juste à ce qui s'était passé en 2019, évidemment, mon rôle de sixième homme, je l'avais déjà connu dans le passé. Sur mes années à Cholet, par exemple, mes premières années en tant que pro, je sortais énormément du banc. Donc c'était un peu plus comme voilà, le jeu se met en place et j'arrive et voilà, ça donne un peu plus d'énergie à l'équipe et au jeu en lui-même. Et je savais à quoi m'en tenir. Je savais aussi parce qu'à un moment donné, j'essaye de me remettre en question et de savoir ce que je peux apporter à l'équipe. Et encore une fois, c'est pas comme au foot. Je comprends qu'au foot, on est dans le 11 et la plupart du temps, on joue. Bon, maintenant, il y a évidemment cette règle des 5 changements qui change un peu la donne, mais on joue au moins 70-80 minutes. Donc, on sait que si on n'est pas dans le 11, bon, le match, il est différent. Au basket, qu'on soit dans le 5 majeur ou pas, pour moi, ça reste qu'un détail. Le plus important, et c'est ce qu'on m'a dit aussi très jeune, c'est que le plus important dans le basket, c'est de finir le match, c'est pas de le commencer. Alors évidemment, avec un rôle important, je veux dire, des responsabilités, j'en veux et j'en ai voulu et j'en veux toujours. Donc je sais ce que je dois faire sur le terrain, mais sortir du banc, c'est pas un problème pour moi. Après, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il y ait de la communication avec les autres joueurs, avec le coach, pour savoir exactement quel est ton rôle et puis que chacun se mette à sa place. Et c'est aussi pour ça que ça a plutôt bien fonctionné en 2019 parce que d'une certaine manière, me mettre dans le 5 avec les joueurs qui y étaient associés n'allait pas forcément aider l'équipe. Au contraire, me faire arriver du banc, ça oui. Donc voilà.
Vous avez vu, hein, dans Culture 100 heures, on passe du foot au basket comme ça, en un éclair. C'est une des rares émissions, hein, du paf comme ça qui ose faire des comparaisons. Mais c'était très intéressant de savoir ton rôle de sixième homme, comme peut avoir un peu ce rôle Arnaud Kalimuendo. Rapidement, on fait une comparaison un peu hasardeuse, mais les sensations peuvent être les mêmes. Ouais, juste par rapport à la comparaison avec Arnaud Kalimuendo et Nando. Alors pour ceux qui s'intéressent de loin au basket, en fait, on a Nando qui fait du Nando, c'est-à-dire qu'il dit ouais, j'ai apporté un petit peu d'énergie, etc. Faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'en fait, le gars qu'on a avec nous ce soir, pardon de le dire, hein, mais c'est une superstar. C'est une superstar. Il va pas aimer que je dise ça parce que c'est un ch'ti dans l'âme et qu'il est modeste, discret, travailleur, il l'a dit. Mais c'est un mec qui a apporté énormément pour le basket français. C'est une superstar dans le basket européen. Donc Nando, il apporte un petit peu plus que simplement un peu d'énergie quand il rentre comme sixième homme. C'est un joueur comme il y en a très rarement, qui a un palmarès qui est long comme le bras, qui a des distinctions individuelles. En veux-tu, en voilà. Donc voilà, je pense que Arnaud Kalimuendo, avec tout le respect que je lui dois, il a encore pas mal de travail pour arriver à la cheville de ce qu'a fait Nando. Non, mais il m'aura servi de transition, si tu veux, Arnaud Kalimuendo, là, pour pouvoir poser une question intéressante à Nando. Mais c'est un peu ça. C'est moi qui ai lancé le truc. Hein, c'est moi qui ai lancé le truc, notamment moi. C'est vrai. Je vais conclure ce débat sur le début de saison du RC Lens avec une question de Zach qui nous pose sur le chat pour savoir jusqu'à quel point le RC Lens peut jouer les troubles faits cette saison en Ligue 1 selon vous. Peut-être commencer par Hans sur cette question. Le micro. Hein, on m'entend, ça sera mieux. Par rapport au début de saison, on m'entend correctement? Oui. Très bien. Au début de saison, il est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, inattendu et je pense qu'on peut créer la surprise. On peut aller chercher peut-être, si on maintient ce niveau qu'on a depuis 8 matchs, on peut aller chercher plus loin. Et on peut tu vas parler d'Europe et ça va énerver Greg. Et éventuellement frôler l'Europe, comment dire. Allez, c'est frôler. Voilà, la 8-9e place, ça serait très beau et on serait assuré du maintien s'assurer du maintien depuis quelques matchs pour rassurer tous les supporters et espérons-le, fêter ça à Bollaert, bien sûr. Dans le chat, on parle pas mal des 10 premières places. Greg, est-ce que tu es d'accord avec le chat? Moi, je suis parfois d'accord avec le chat, parfois pas d'accord avec le chat, ça dépend du chat. Mais non, okay, non, mais en vrai, je pense que la 15e, 16e, 17e, la 17e place, ça doit rester l'objectif de Lens. On l'a vu, hein, tout est fragile. Il y a eu ce 4-0 à Lille. À une minute près, il y a cette défaite contre Reims. On ne sait pas vers quoi ça bascule. Évidemment, il y a 2 matchs en retard. Hein, ça, faut pas l'oublier quand même. Mais je pense que du côté du Racing Club de Lens, vu l'historique, on sait que les matchs en retard, ils sont pas gagnés. Donc il faut toujours viser cette 17e place pour moi. Ce qui n'empêche pas d'aller voir plus haut, parce qu'on a vu de la qualité technique, on a vu des matchs vraiment pas aboutis, parce qu'il y a toujours eu parfois des petites fautes de naïveté, mais en tout cas un bel état d'esprit. Je pense que Nando, on en parlera peut-être après, mais lui, il a vu l'équipe en début de saison, il est passé à la Gaillette, il les a vus, il les a croisés, peut-être de manière furtive, mais il a peut-être cerné déjà l'état d'esprit un peu des mecs. Mais moi, au-delà du classement actuel et de la perspective d'aller chercher plus haut, pourquoi pas. On a vu déjà des promus aller chercher des belles places. Je pense que c'est une équipe, pourquoi pas, la Coupe de France, voilà, parce que c'est une équipe qui a un tempérament, qui a je dis pas qu'elle va la gagner, la Coupe de France, mais ça fait quand même 10 ans que ce club n'a pas joué une demi-finale. C'était en 2010. Et faire un vrai parcours en Coupe de France, je sais pas. Je sens qu'il y a un état d'esprit dans cette équipe qui ressemble à un état d'esprit de coupe. Donc si par chance le maintien vient vite à se dessiner, pourquoi pas aller ensuite jouer la coupe à fond. Après, évidemment que rien qu'une 17e place sera une saison réussie. Faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai qu'il faut le rappeler, Greg, effectivement. Et Sam, pour conclure sur cette question, tu penses que le RC Lens peut jouer les troubles faits jusqu'à quel point? Déjà, je tiens à saluer Zach, qui est un futur grand journaliste. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que je pense que ils sont capables du meilleur comme du pire, mais disons qu'on peut pas totalement mettre de côté le meilleur. Encore une fois, vu ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, il y a quand même beaucoup de choses positives. Alors évidemment, ça sert à rien de se projeter, de dire voilà, ils vont terminer 6e, ils vont terminer 7e, ce que vous voulez. Mais encore une fois, si ils continuent de mettre l'intensité qu'ils mettent dans les matchs, les bons résultats vont. Enfin, il y a aucune raison que ça s'arrête en fait, et que les bons résultats se stoppent. Donc
voilà, continuer à jouer comme ils jouent, à prendre du plaisir, parce que c'est vraiment l'impression qu'ils me donnent, c'est qu'ils prennent du plaisir et du coup ils en donnent beaucoup également à leurs supporters. Et s'ils continuent de faire ça, là, encore une fois, on peut espérer que le meilleur se produise. On va passer tout de suite à un autre débat sur la Ligue 1. On a été omnisport aujourd'hui, on va même être plus large que le RC Lens. Pour ceux qui lisent l'équipe et qui suivent l'actualité de la Ligue 1, on parle en ce moment de repasser la Ligue 1 à 18 clubs. C'est un vieux sujet, un vieux débat qui revient à peu près tous les 5-6 ans. La dernière fois qu'il y a eu une tentative, c'était en 2003 par Frédéric Thirier. On va faire très court sur ce débat, mais je voulais savoir, selon vous, une Ligue 1 à 18, déjà, est-ce que vous êtes favorable et qu'est-ce que ça pourrait changer pour le RC Lens? On va redonner le bâton de parole à Sam tout de suite. En fait, si vous voulez, non mais c'est effectivement c'est un débat qui vient, voilà, on entend souvent parler. Là, il se trouve qu'il y a un nouveau président à la Ligue, donc le nouveau président, forcément, il arrive avec des nouvelles idées. Donc, il ouvre un tiroir et il dit bah tiens, pourquoi pas 18 clubs. L'idée du 18 clubs à la base, clairement, en fait, les dirigeants du foot français se rendent compte qu'il y a un problème en termes de résultats lors des matchs européens. Je rappelle que depuis le début de saison, le coefficient UEFA des équipes françaises est le 13e seulement, donc derrière des pays comme de mémoire la Hongrie, l'Écosse ou Israël, c'est-à-dire que les résultats sont vraiment très très mauvais. Donc la question, c'est comment on peut faire sans tout révolutionner et sans argent supplémentaire, ou alors avec un tout petit peu d'argent supplémentaire, pour permettre à des clubs de performer davantage lors des compétitions européennes. Eh bien, en fait, c'est passé de 20 à 18. Comme ça, il y a un petit peu moins de matchs et les joueurs sont un peu plus reposés pour les compétitions européennes. La logique, quelque part, elle peut se tenir. Globalement, alors justement, je me suis interrogé je sais pas si tu as regardé ça, Greg, mais sur la période 97-2002, en fait, les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Alors en Ligue des Champions, c'était pas extraordinaire. Par contre, en Coupe de l'UEFA, c'était pas mal, notamment l'année 2000, où le Racing a fait une demi-finale. On s'en souvient tous, c'était un truc de taré. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas? Évidemment, on resserre l'élite, donc ça veut dire qu'il y a une probabilité de descendre qui est plus importante. Mais sincèrement, je sais pas si on va voir ça dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Je pense que c'est plus une idée lancée en l'air comme ça. À l'époque, Frédéric Thirier pensait gagner quand il avait remis le débat sur place, puis finalement, au moment du vote, ça a été tout à fait différent. Et il faut savoir qu'en 97, c'était à l'initiative et à la demande du sélectionneur national Aimé Jacquet de repasser à 18. Tu protèges les joueurs. En fait, tu protèges les joueurs. Ils jouent moins de matchs, donc ils sont aussi plus frais pour les équipes nationales. Puis à l'époque, il y avait plus de joueurs de Ligue 1 en équipe de France. Ou alors c'est pas si vrai que ça, ce que je dis en fait. Greg, non pardon, je voulais savoir, Nando, est-ce que tu as un avis sur la question de 18 clubs en Ligue 1? Je pense que le plus important, c'est évidemment de demander aux joueurs avant tout. Ouais. Je veux dire, nous, c'est exactement ce qui se passe au basket. Je vais encore faire une comparaison foot-basket, mais avec l'Euroleague. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent à la Champions League. C'est pareil, c'est la question qu'on se pose depuis énormément d'années. C'est de savoir comment on peut organiser ce championnat en fonction de tout ce qui se passe autour. Est-ce qu'on met plus d'équipes? Est-ce qu'on la ferme? Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on jouerait plus nos championnats domestiques, donc plus de Turkish League, par exemple, pour les clubs qui seraient en Euroleague. Nous, c'est ce qu'on attend, mais c'est évidemment très compliqué à mettre en place. Donc voilà, cet aparté, c'était juste pour se dire que aujourd'hui, on a nous aussi, on a nous un syndicat des joueurs qui permet d'avoir aussi le droit de parler par rapport à toutes ces décisions. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que le fait de passer à 18 clubs va forcément nous rendre plus forts en Coupe d'Europe? Je ne sais pas. Je pense avant tout que pour être de toute façon fort sur les 2 compétitions, il faut un effectif très complet dans tous les cas. Et après, c'est aussi comment l'équipe en question va savoir évoluer d'un championnat à une Coupe d'Europe. Donc, c'est aussi là où je pense qu'avant de parler d'avoir moins de matchs pour que les joueurs soient plus frais en Coupe d'Europe, c'est aussi de se dire, est-ce que notre championnat joue comme la Liga, joue comme la Première Ligue, et derrière, est-ce qu'on arrive à s'en sortir en Champions League? C'est surtout ça le débat avant tout, je pense.
Ouais. Passer à 18 clubs, franchement, je verrai pas la différence. Enfin, je veux dire, ça enlève 4 matchs dans l'année. Bon, c'est pas ça que les joueurs ont besoin. En théorie, ouais. Alors moi, pour défendre un peu Vincent Labrune, hein, c'est dans ses ambitions, c'est justement de comment faire pour que la Ligue 1 soit meilleure dans les coupes européennes. Et le débat de la Ligue 1 18, il l'a pas amené directement, mais ça va être ouvert à discussion très prochainement. Greg, pour conclure peut-être sur cette question. Non, ben moi simplement ça me fait toujours sourire ces débats-là, parce que la vérité c'est juste que les championnats ils sont à 3 vitesses, parce que la Ligue des Champions fait que le fossé se creuse chaque année entre les clubs qui la jouent, les clubs qui la jouent pas, et on voudrait faire payer ça aux petits clubs en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros on a le sentiment qu'aujourd'hui, si le championnat français n'est pas bon, c'est parce qu'il y a des clubs qui montent de Ligue 2. Est-ce qu'aujourd'hui, des Arles-Avignon qui ont connu des petites aventures, Boulogne a connu une aventure, Évian-Thonon-Gagnard a vécu ça, est-ce qu'on doit s'arrêter de vivre des épopées comme ça, sous prétexte que peut-être, en enlevant 4 matchs, un jour, une équipe française ira gagner la Ligue des Champions? Je veux dire, si le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions sous l'ère Qatari, c'est pas la faute des petits clubs, c'est pas la faute du championnat de France. Je rappelle aussi que le PSG était en finale il y a pas si longtemps, que Lyon était en demi-finale, que Marseille a joué une finale de Coupe d'Europe il y a 2 ans, en 2018, face à l'Atlético Madrid. Ça arrive encore, on a l'impression que ça n'arrive plus, et surtout, je vois pas pourquoi ces clubs-là, parce qu'ils n'arrivent pas à aller chercher, à passer la dernière marche, on devrait dire à des clubs de Ligue 2 et de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, ce sera encore plus compliqué pour vous de monter, parce que faut surtout protéger ces clubs qui chaque année jouent la Ligue des Champions, et encore une fois, du coup prennent la manne financière, et du coup mettent des 5 ou 6 ou 7-0 le week-end. Et ça, c'est pas la faute des petits clubs. À un moment donné, moi je suis contre on peut pas concrètement, et là peut-être que Nando sera pas d'accord, mais moi j'ai du mal à imaginer ce qui a pu se passer dans le basket, la version NBA des championnats européens qui pourrait être aujourd'hui, on va dire, qui pourrait aussi arriver dans le foot, parce qu'on en parle de plus en plus. Je suis contre ça, donc évidemment à l'échelle nationale, je suis contre une Ligue 1 plus fermée. Voilà, simplement. C'est juste pour Daniel Riolo, ça va arriver, c'est indéniable. Mais en fait, c'est un loup de mer qu'on entend depuis des années, évidemment. Moi, la Ligue des Champions, à force de vouloir en faire des événements, on en a fait des matchs pas fadas, mais je pense que tout le monde en arrive presque des fois à s'ennuyer, parce qu'il y a une forme de lassitude de tous les matchs. Et je me souviens aussi d'une époque, et tu parlais de cette époque-là, Sam, où il y avait 2 poules de 6 matchs avant d'arriver, de passer les tours. C'était d'un ennui sans nom. Et je pense qu'à un moment donné, ce qui est bien dans le foot aussi, c'est cette diversité et ces clubs nouveaux qui arrivent. Quand Leicester est champion, c'est cool. Par contre, quand le Bayern est champion pendant 8, 9, 10 ans, je trouve ça un peu pas drôle, et qu'on vienne pas dire que c'est la faute des petits clubs. Simplement, à un moment donné, ils jouent leurs cartes, et c'est aux gros clubs qui ont des gros moyens de tout faire pour avoir la possibilité de gagner des titres européens. Et voilà, je pense qu'on fait culpabiliser les gens qui ne devraient pas l'être. Voilà, c'est mon avis. Et c'est sur ces mots que j'ai envie de dire votez Greg Lallemand. Je me permettrai un petit voter Greg Lallemand. Non, je voterai jamais pour vous. En tout cas, le chat est plutôt défavorable, un peu comme l'opinion publique en ce moment sur ce débat à la Ligue 1 à 18 clubs. On l'aime, notre Ligue 1 et notre Ligue 2 à 20 clubs. Et qu'est-ce qu'on aime aussi dans Culture 100 et or, c'est le quiz de la mi-temps. C'est le moment de siffler la mi-temps, et je vais demander une petite musique qui fait peur en régie. On va faire un petit quiz qui va être très vicieux. Il va être très très vicieux ce quiz. Aujourd'hui, on va parler du début de saison du RC Lens. Donc comme d'habitude, vous allez faire vos propositions chacun à votre tour, et il va falloir me dire dans l'ordre décroissant les Lensois qui ont joué le plus de minutes depuis le début de saison, et vous aurez droit à une erreur chacun. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris ce quiz? Vous aurez droit. Il y a trop de paramètres, moi je suis perdu, que les choses soient claires. Mais allons-y, on va tenter l'affaire. Je vais commencer par Nando, comme ça ce sera assez facile. La première réponse sera assez facile. Un indice, il est gardien de but. Voilà. Ah bah j'allais le dire. Je veux dire, c'est le seul que je connais un peu vraiment, et je veux dire derrière, ça aurait été le premier que j'aurais dit de toute façon. J'aurais dit Jean-Louis. Jean-Louis Leca, donc Nando, tu es encore en course. Le deuxième joueur du RC Lens à avoir le plus joué depuis le début de la saison, Greg. Et c'est le deuxième, je peux pas mettre le deuxième, troisième, c'est le deuxième. Deuxième. Alors, je dirais Chef Doucouré.
Et c'est Tchèque Doucouré avec 679 minutes. Greg, tu restes dans le jeu. Hans, le troisième joueur ayant le plus joué, c'est donc qu'il y a une égalité. Donc tu peux en dire. Ah, t'as 2 chances, quoi. Voilà. Gaël Kakuta, non? Et non, tu perds une vie. Sam, le troisième joueur lançois à avoir le plus joué. Flo Sotoka. Et non, tu perds une vie aussi. Nando, le troisième joueur lançois à avoir le plus joué. J'en ai parlé dans ma question. Me laisse pas seul, Nando, me laisse pas seul. Non. Franchement. Bon, tu perds. C'est dur, c'est très dur. Tu perds une vie, on passe à Greg. Greg, le troisième joueur à avoir le plus joué. Bah, j'aurais dit Yannick Cahuzac, mais. Et non, tu perds une vie aussi, Greg. Hans, le troisième joueur. Loïc Badet. Loïc Badet, 630 minutes. Et il y a une égalité. Donc Loïc Badet, ça passe. Hans, tu restes en jeu. Sam. C'est horrible. C'est dur, hein. Bah, je retente Flo Sotoka. Et non, tu es éliminé du jeu, Sam, malheureusement. Nando, je te redonne une chance. Il est défenseur central du RC Lens, Nando. Ouais, mais les noms. Badé, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est pas grave, tu peux passer, Nando. Je vais pas te mettre dans la difficulté plus que ça. Ça sert à rien. Nando, Greg. Bah, du coup, j'aurais tendance à dire Facundo Medina. Et Facundo Medina également avec 630 minutes. Hans, le quatrième, enfin le cinquième joueur ayant le plus été aligné. Gaël Kakuta. Et oui, avec 602 minutes, c'est Gaël Kakuta. On passe. Je pense que Sam peut tenter encore une fois tenter Sotoka, ça finira par arriver. Hein. Allez, je remets Sam dans la balance pour le délire, comme on dit. Sam. Flo Sotoka. Et oui, avec 576 minutes, on passe à Greg. Greg qui a été grand seigneur là. Bah, grand seigneur comme chaque semaine. Hein, c'est vrai. C'est ce qui me caractérise. Je sais pas. Ignatius Ganago. Eh non, Greg, tu perds. Et Hans, pour peut-être la victoire, Hans. Allez, tu vas gagner. La pression. Je vais prendre la réponse de Greg et je vais peut-être Yannick Cahuzac. Ah non, Cahuzac, c'était juste après. Donc c'était Jonathan Gradit avec 553 minutes. Derrière arrive Cahuzac, Klaus. Et enfin, Banza, 313 minutes. On s'y attendait pas celle-là. Banza a plus joué que Ganago, il faut le savoir. Et que c'est intéressant comme ça. Il faut le savoir. Voilà, c'était le petit quiz un petit peu piège, un petit peu chiant. On va faire la transition directement vers la deuxième mi-temps. Et c'est le coup d'envoi de cette seconde mi-temps de Culture Sang et Or. C'est le fameux moment où on s'intéressera largement à notre invité, Nando De Colo, qui nous a fait le plaisir de venir. Et on parlera juste après de l'opération Le Noël des enfants. Nando, j'ai eu des questions du chat te concernant. Donc les gens sont assez excités à l'idée que tu sois là parmi nous. On t'a vu pour la plupart de nous, les supporters, faire des coups d'envoi fictifs à Bollaert. Du coup, je vais te poser une question très très symbolique, mais quand tu arrives comme ça et que tu fous la pelouse de Bollaert, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup d'émotions, vraiment. Je veux dire, j'ai pas suivi l'équipe toutes ces années, vraiment. Enfin, je veux dire, il y a des années où c'est un peu plus compliqué de rester au contact du club, mais voilà, de pouvoir fouler la pelouse du stade, c'est quelque chose, voilà, qui marque. Quand Lens a été champion de France, j'avais eu l'occasion d'assister à tous les matchs, sauf un à domicile. Tu avais quel âge, Nando, à ce moment-là? Donc, j'avais 11 ans. Ouais, voilà, j'avais 11 ans. Donc, à cette époque-là, 11 ans, ce qui est marrant, c'est que je jouais au RC Lens aussi, mais en basket. Ok. Donc, on avait réussi à créer une grosse équipe voilà, au RC Lens. Donc, on s'était tous retrouvés là-bas entre potes. Et avec mon père, on allait au stade une fois toutes les 2 semaines pour suivre l'équipe. Et on a eu la chance de tomber sur l'année où ils étaient champions de France. Donc, c'était cool. Je me souviens que le dernier match, on était à la maison face à Auxerre et on l'a regardé aussi avec mon père. Donc voilà, beaucoup de souvenirs et comme je l'ai dit, une vraie émotion de pouvoir donner un coup d'envoi là-bas. Et on va parler de souvenirs parce qu'Alexandre, avant de préparer les émissions, qui est un auditeur, viewer de notre émission, voulait te poser la question suivante. Quel a été ton premier match justement à Bollaert? C'est dur, hein, ça.
Bah, faut remonter. Je pense qu'il faut vraiment remonter à la saison 97-98 Ouais. et regarder quel était le premier match joué Auxerre, Auxerre, ouais. parce que c'était le dernier. Donc voilà, Auxerre. c'était exactement. Donc, Putain, t'as commencé sur une jolie saison, Nando. T'es arrivé au bon moment. C'est ça. Alors, je suivais un peu l'équipe avant ça, hein, parce que quand on est à l'école, dès qu'on se met à jouer au foot dans le Nord, enfin dans le Pas-de-Calais surtout, à l'époque, il n'y avait pas encore Lille dans le Nord, mais il n'y a toujours pas pour moi. Hein, mais... Oui, bon, après, chacun a ses avis, mais je veux dire, voilà, c'était vraiment Lens. C'était Lens qui dominait et il n'y avait pas d'autres clubs à ce moment-là. Donc évidemment, on suivait un peu l'équipe même avant mon premier match là-bas. Et quelque chose dont tu te souviendras peut-être, c'est encore une question d'Alexandre, ton meilleur souvenir à Bollaert? J'ai pas un meilleur souvenir. Je veux dire, le meilleur moment, c'est voilà, le fait de préparer son sandwich, que mon père, on partait avec mon père en voiture, on se garait, la plupart du temps, on se garait sur la station-service juste avant de tourner à droite où il y a le tunnel. Ah, on la connaît. Donc voilà. Et puis après, le fait d'aller à pied jusqu'au stade, voilà, tout ça, c'était un moment génial. Comme j'ai dit, c'était un moment père-fils. Et puis en plus de ça, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'avais fait du foot pendant 2 ans, les 2 années précédentes. Et puis après, il fallait faire un choix. Donc voilà. Sam avait une question. Ouais, Nando, évidemment, tu as connu des ambiances, que ce soit en Espagne, aux États-Unis, là en Turquie, en Russie, des ambiances dans des enceintes de basket extraordinaires. Où est-ce que tu situes l'ambiance on va dire l'ambiance des grands soirs du RC Lens à Bollaert? Enfin, est-ce que vraiment c'est quelque chose de fort ou toi qui es habitué à ça, tu te dis bon, en fait, c'est pas si extraordinaire que ça? Non, si, clairement, c'est génial ce qui se passe à Bollaert. Je veux dire, encore plus quand on est originaire du coin. J'ai eu l'occasion de venir voir 2-3 matchs avec ma femme, donc qui est espagnole, et elle s'est aussi rendue compte de ce qu'on peut ressentir en jouant pour ce club, surtout grâce aux fans. Et évidemment, c'est un cran au-dessus de tout ce qu'on peut connaître, en Europe dans le basket. Alors, il y a évidemment des très grosses ambiances. Il y en a qui sont même très dangereuses parfois, mais à côté de ça, ce qu'on peut retrouver à Lens, c'est pas juste un fan qui vient voir le match, c'est toute une famille, toute une génération, voire même plusieurs générations qui viennent et qui encouragent l'équipe pendant 90 minutes. Et puis après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que dans une salle de basket, on arrive à 10-15 000 personnes. Là, on est vite sur des chiffres qui sont doubles. Donc, donc on ressent plus tout ce qui se passe autour. Après, moi, quand je suis sur le terrain, je sais que l'ambiance, une fois que je suis dans mon match, j'entends plus rien. Mais voilà, quand je vais voir un match à Lens, je suis toujours très content de voir le public qui soutient l'équipe. En tout cas, Samuel, la question que tu as posée, il se trouve que Silvano, le nouveau speaker de Bollaert cette année, voulait poser exactement la même à Nando De Colo. Donc, du coup, tu vois, Silvano s'est fait et dans la bouche de Sam Duhamel. Silvano qui était mon idole quand j'étais petit. Mais il s'y connaît en ambiance, Silvano. Il maîtrise le sujet. Greg, tu avais une question? Non, je voulais juste te dire, j'ai eu la chance de croiser les parents de Nando, sur l'enfance de Nando à Rivière, à côté d'Arles. Ton micro marche moyen, Greg. Ah, pardon. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Non, vous m'entendez plus? Bon, tant pis. Tu parlais des parents de Nando, voilà. On passe est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ouais, c'est mieux là. Ouais, voilà. Non, je voulais juste te dire, j'ai eu la chance de faire un sujet avec les parents de Nando et pour avoir, j'ai passé un peu de moments avec Bruno et Nicole et j'ai bien cerné l'importance qui était pour Bruno, notamment les instants passés à Bollaert étant jeune avec Nando, et on sent que comme le dit Nando, que c'est un peu intergénérationnel et que c'est des moments qui restent gravés. Et pour avoir croisé Bruno notamment, voilà, ça a été aussi l'un des ciments de la passion sportive d'une famille qui est très 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 sportive. Donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus parce que moi je l'ai vraiment ressenti quand j'ai croisé ses parents. Voilà.
Et Nando, moi, je voulais te demander pour parler purement basket, c'est quoi l'adversaire le plus difficile que tu as eu à rencontrer? C'est une question qu'on doit te poser tout le temps, mais j'ai juste envie d'avoir la réponse. Ouais, c'est toujours un peu la question piège parce que Mm. bon, il y a évidemment énormément de très bons joueurs. Euh, Après, pour être clairement honnête, celui qui m'a fait, c'est même pas le plus difficile, c'est juste ça m'a fait rire parce qu'en plus j'ai eu l'occasion de faire qu'une défense sur lui. Ouais. Voilà, dans le basket, Mais on elle t'a défend marqué. voilà, on défend un peu sur tout le monde et puis à un moment donné, il suffit d'un écran, on est un peu en retard et puis on doit changer et on se retrouve sur un autre joueur. Et je me suis retrouvé face à Kevin Durant. Donc Ouais. voilà, lui à la ligne des lancers francs, donc pas trop loin du panier, pas trop près. Et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Clairement, parce que il mesure 2,13 m, il est capable de dribbler comme moi qui mesure 15 cm de moins. Et à ce moment-là, bah, il n'y a juste rien à faire. Je veux dire, j'étais clairement sur lui, très, très collé. Il a quand même shooté. Bon, il a raté, mais pas grâce Bonne à. défense, good D, good D. Oui, Ouais, oui. bah, C'est dans le regard que ça se passe, Nando. C'est ce que j'allais dire, pas grâce à ma défense. Je veux dire, à ce moment-là, on se rend compte que s'il veut mettre le panier, il le met. Si derrière, il veut m'attaquer tout de suite, il m'attaque tout de suite parce qu'il a les qualités pour faire ça. Et ce genre de joueur, il y en a quelques-uns. Hein. LeBron James qui est un peu sur un style différent. Mais voilà. Après, pour parler d'un joueur un peu plus que tout, peut-être que les Français connaissent un peu plus, même si Kevin Durant et LeBron James sont très connus, évidemment. Je dirais, on ne s'attend pas forcément à lui, mais Boris Dio. Boris Dio, donc, qui a été capitaine de l'équipe de France pendant plusieurs années. Voilà, c'est exactement ça, Greg. C'est qu'à un moment donné, il était tout fin au début de sa carrière, il est devenu très costaud, mais il a su s'adapter à son physique. Et à partir de là, c'est juste impossible de défendre sur lui. Parce qu'il est capable de faire plein de choses. Et puis, ben, si tu es plus grand, il va t'attaquer de loin. Si tu es plus petit, moins costaud, il va te mettre en dessous du cercle. Donc voilà. Et juste un message sur le chat de Waka qui disait que Samuel, tu aurais dû gagner le quiz normalement. Voilà, c'est un message qui est passé. Ça c'est vrai, c'est très vrai. Merci Waka. Voilà, c'est juste ça n'a rien à voir avec le débat, mais je tenais à le dire. On voulait également savoir dans le chat, j'ai relevé cette question, quelles étaient tes idoles? On me demande en foot et en basket. Bon, en foot, c'est assez facile. Hein. Ça a été Tony. alors voilà, très très jeune, ça a été Tony Vérel. Je veux dire, voilà, sur l'année où ils ont gagné le titre, ça a été un joueur qui m'a vraiment impressionné dans la capacité de faire beaucoup de choses sur le terrain. Capable de ne pas juste rester dans une position et voilà, de passer, de marquer des buts de pied droit, pied gauche, de la tête. Donc voilà, très, très polyvalent. J'avais beaucoup apprécié ça. Bon, j'étais jeune, hein, mais voilà, j'essayais de m'identifier à un joueur et ça a été lui. Après, par la suite, ça a été Iniesta, donc voilà, Ouais. que j'ai eu l'occasion de croiser une fois, donc c'était cool. Et voilà, même style de jeu. Alors, peut-être quelque chose qui me correspond un peu plus, quelqu'un de très discret qu'on ne voit pas forcément et voilà, qui sait quoi faire pour faire la science de la passe. Ouais, les fameux travailleurs de l'ombre. La science de la passe. Voilà, c'est ça. Voilà, il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Donc, au final, c'est ça le plus important. Après, dans le basket, j'ai d'abord commencé avec le basket féminin. Donc voilà, ayant 3 sœurs, j'étais beaucoup dans le basket féminin. Donc l'une des premières joueuses que j'ai beaucoup appréciées, c'était Anne Wouters, donc, qui a évolué à Valenciennes-Orchy dans les années 2000, qui joue toujours à l'heure actuelle. Donc, qui est belge. Et puis après, bon voilà, j'ai eu des joueurs. Après, la plupart du temps, c'est pas forcément des idoles, c'est plus des personnes que j'aime bien voir jouer. Je m'identifie pas forcément à eux. Parce que par exemple, j'aime beaucoup le jeu de Scottie Pippen, mais ça me correspond clairement pas. Ouais. Et voilà, il y en a eu d'autres. Deron Nice avec qui j'ai pu jouer. Son fils, juste pour info, se présente à la draft demain. Derrière, il va te piquer ta place en équipe de France, Nando. Diana Taurasi, bah, j'espère bien, tu sais. Et si un jour ça doit arriver, ça arrivera. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je sais quand
quand je dois m'arrêter ou pas, mais tant que je suis au-dessus, ça sera moi. Mais voilà, pas mal de personnes. J'aime bien regarder en général le jeu des uns et des autres. C'est comme quand on me dit quelle est ton équipe favorite. Bon, j'en ai pas forcément. Alors dans le foot, clairement, Lens, hein, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres équipes en soi. Ça dépend des moments, ça dépend comment ils jouent, surtout quel football ils peuvent procurer. Tu t'attaches à des niveaux. Et en tout cas, tu as cité du beau monde, Nando, et tu as même rendu hommage au basket féminin. Et ça c'est à souligner parce que je ne m'attendais pas à cette réponse au moment où je t'ai demandé ça. Mais il y en a beaucoup qui sont étonnés, mais voilà, c'est le basket féminin est aussi très important pour moi. Je veux dire, plus que le masculin parfois. Je veux dire, moi, j'en fais tous les jours et des vidéos, j'en vois tous les jours pour voir les équipes. C'est le boulot. Voilà, c'est le boulot. Alors, c'est avant tout quelque chose que j'aime faire, mais il ne faut pas oublier que derrière, on ne peut pas faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme tout à l'heure je l'expliquais quand j'essaye de trouver un match de foot. Non, il y a aussi la famille, mes petites filles, donc voilà, il faut savoir faire la part des choses et gérer tout ça. Et le basket féminin a une place importante dans ma vie depuis toujours. Ma femme a été professionnelle en Espagne, donc voilà, ça me suit et c'est très bien. J'ai 2 questions parce que j'ai eu des petits tickets. Sam a pris son ticket juste avant Greg. Et Sam, tu avais une question pour Nando. Oui, je sais qu'avec Léo Westermann, donc ton coéquipier français de Fenerbahçe, vous venez pas mal entre supporters des deux Racing, donc Lens et Strasbourg. Est-ce que il y a d'autres basketteurs relativement connus qui sont fans de Lens ? Alors, je vais reformuler ce que tu as dit. Donc, le vrai Racing, Lens, et celui de Strasbourg. Parce que, voilà. Mais ouais, évidemment, on chambre pas mal parce que l'année dernière, déjà, en coupe de je sais plus quoi, Coupe de France, Coupe de la Ligue, peut-être, on avait failli trouver en demi-finale un Lens à Strasbourg et finalement, bon, ça s'était pas fait. Et c'est ce qu'on attend depuis pas mal d'années parce qu'évidemment on est coéquipier aujourd'hui au Fenerbahçe, mais on l'était aussi il y a 3 ans à Moscou. Et voilà, bon, c'est normal entre coéquipiers, entre amis de se lancer quelques pics quand on vient d'endroits différents. Supporter de Lens, non. J'en ai pas et puis j'en aurai pas ici clairement parce que ce qu'il faut savoir c'est que les couleurs de Lens, c'est pas autorisé ici. Oui, forcément. Comme c'est le club ennemi Galatasaray, bon voilà, pas le droit de porter de rouge pour aller à la salle. Tu prends pas le risque. Du rouge et jaune encore moins. L'année dernière, j'avais fait une vidéo avec ma plus grande qui chantait les corons. J'avais fait exprès de la mettre sur mon maillot, sur le logo rouge et jaune. On voyait quand même. Tu penses celui-là? Non, c'était le noir avec les paroles. Le noir et vert. Le noir et vert. Je l'avais mis exprès sur le logo pour dire voilà, j'ai pas envie que les fans du Fenerbahçe commencent à venir me demander pourquoi je mets du rouge et du jaune. Bon, faut aussi savoir où je suis à l'heure actuelle et même s'ils sont pas méchants, hein, c'est pas ça. Mais ça plaisante pas là-dessus en Turquie, on le sait. Mais voilà, il y a des choses où quand on sait, c'est comme si demain, voilà, il y a quelqu'un ici qui venait avec le maillot du LOSC. Ce serait une bonne vanne. Ouais. mais bon, à côté de ça, non, il n'y a personne concernant Lens. Moi, je crois, Nando, alors de souvenir, que Rodrigue Beaubois, qui a joué aussi qui a joué à Dallas en NBA, quand il était jeune, il était supporter de Lens. J'avais lu une interview il y a très longtemps, quand il est arrivé en NBA, et il avait dit que ça l'intéressait pas mal et que s'il y avait un club en France qui supportait, c'était le Racing Club de Lens. Alors, ça, c'est un vieux souvenir. Peut-être, ça me parle aussi. Mais alors, pourquoi il supportait Lens? Comment il a su? Parce qu'en plus, c'était pas comme si Lens était au meilleur de sa forme à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est ça. Comment à ce moment-là il supporte Lens? Bon, aucune idée, mais c'est vrai. Maintenant que tu le dis, tu vois, il est guadeloupéen en plus, donc il a au départ pas trop d'attache avec la région. Non, c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis, j'avais eu écho de cette anecdote. Voilà, écoute. Greg, je te laisse poser ta question. Non, pour revenir. La dernière, c'est vrai qu'on est un peu long, mais c'est et très, c'est intéressant et évidemment, mais il parlait de l'USVO basket d'Orchy et qui a été champion d'Europe en 2002. Il faut rappeler parce qu'il parlait d'Anne Wouters. Alors pour les plus jeunes, ça dit rien, mais VO a gagné 2 fois l'Euroleague de basket et la première fois c'était en 2002 au stade couvert de Liévin. Un week-end assez chaud parce que Lens pouvait être aussi champion de France. C'était en 2002. Lens avait battu Guingamp et aurait pu être champion ce soir-là. Malheureusement, Lyon s'était imposé à Bordeaux. Ça s'est fait à la dernière journée.
mais c'était un week-end assez fou où au même week-end, à quelques kilomètres d'intervalle, Lens aurait pu être champion de France et l'USVO champion d'Europe. Et l'USVO était champion d'Europe dans une ambiance assez extraordinaire le dimanche soir au stade couvert de Liévin, un stade qui était tout jaune aux couleurs de l'USVO. Donc voilà, c'était le grand VO. Et pour les plus jeunes, on oublie ce qu'a été parfois le basket féminin dans la région. Et c'était une très, très, très grande équipe. C'est vrai. On va passer à notre dernier sujet. Merci Nando de t'être prêté aux questions des supporters, de moi-même, de Greg et Sam. On va passer à notre dernier sujet, et non des moindres, donc l'opération Le Noël des enfants, qui est connue par tous les supporters du RC Lens, par beaucoup de supporters du RC Lens, puisque ça fait maintenant 15 ans que cette opération existe, à la base mise en place par les Tigers à Lens et rejoint par, je pense, pas mal d'autres supporters depuis. Donc on le rappelle, à l'origine, c'est une collecte de cadeaux pour les enfants hospitalisés. On a souvent les tables autour de Bollard quand il y a cette opération. Bon, cette année, c'est un petit peu différent, et du coup, Hans, qui est partenaire de l'opération, on voulait t'entendre sur ce joli sujet. Donc oui, tout à fait. L'opération cette année est assez particulière. Il n'y aura pas de collecte au stade. Donc il faut savoir que cette année, comme l'a mis les Tigers sur leur page et sur la page du Noël des enfants, le relais se fait avec surtout une collecte. Ce qui est important pour faire plaisir aux enfants. Les jouets seront achetés via cette collecte. Il y a également la possibilité avec des dons de jouets neufs, bien entendu, à déposer à l'accueil du magasin, donc à l'Intermarché de Los-Angeles, dont je suis le directeur. Le 1er décembre aura lieu un événement assez particulier via la page Facebook Le Noël des enfants, une vente aux enchères de maillots portés de joueurs. Donc tous ces événements, tous ces différents liens, différentes façons de pouvoir donner, voilà, toutes les dons sont les bienvenus, bien entendu. Cette année, c'est vraiment particulier. La collecte au stade n'a pas lieu. On espère pouvoir, d'ici, on va dire le 1er décembre, faire bénéficier aussi des collectes sur d'autres sites, d'autres magasins. Voilà, pour l'instant, le seul point, c'est le point de vente de l'Intermarché de Los-Angeles. Mais le plus important, c'est la collecte. Le plus important également, c'est la vente aux enchères de maillots qui pourra faire monter cette collecte et pouvoir donner un Noël merveilleux à ces enfants souffrants, malades. Voilà. Le plus important, c'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, on mettra le lien dans la description du podcast vers la cagnotte pour que vous puissiez tout donner. Donc effectivement, dans cette période un petit peu compliquée, cette opération a encore un peu plus de mal à se faire entendre, enfin plus de mal à se faire entendre que d'habitude. Donc on s'est dit que c'était notre rôle aussi dans l'émission Culture sans heure d'en parler, de la mettre en avant, et c'est pour ça aussi qu'on t'a fait venir Hans. Greg, tu veux rajouter un point sur cette opération? Ouais, je suis cette opération depuis 15 ans, et juste voilà, un petit message à Jérémy, à Hugo, à tous les gens qui se bougent autour de cette opération, à Thomas. Ils se reconnaîtront parce que moi j'ai eu la chance, en tout cas de voir ça de près, la distribution. On se rend pas compte du regard des enfants, ce que c'est à ce moment-là, des parents aussi, de vivre un moment un peu de réconfort. Et je sais que comme tous ces anonymes là, les Tigers, il y en a aussi dans d'autres groupes, mais en tout cas là, on parle du Noël des enfants des Tigers depuis 15 ans. Ces gens qui se bougent dans l'anonymat le plus total pour donner ce petit moment de bonheur. Alors bien sûr, les joueurs du Racing Club de Lens souvent sont là aussi, mais il y a d'abord ces gens qui mettent de l'énergie tous les jours et toute l'année pour créer le lien avec l'hôpital de Lens, avec le Racing, et puis amener un peu de bonheur dans ces moments-là. Vraiment, c'est rien de le dire que c'est des moments très intenses qu'on les vit de près. Et moi, j'ai pu le faire, et voilà, bravo à tous ces gens-là, à Thomas, à Hugo, à Jérémy, à tous ces gens-là qui sont là dans l'anonymat, parce que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font, et c'est même très bien depuis 15 ans de faire perdurer cette opération. Et je vais rectifier parce qu'il y a une erreur sur les dates de la vente aux enchères. Donc c'est le 5 et 6 décembre, la vente aux enchères des maillots. Et je vais juste en profiter avant de t'en donner la parole, Hans. Vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook, évidemment, de l'opération Le Noël des enfants. Allez-y, vous aurez toutes les informations et vous pourrez suivre tout ce qui s'y fait. Hans, tu voulais rajouter? Oui, il faut savoir également que cette année, comme c'est une année particulière,
L'association Excellence et les Galley Boys font partie aussi du Noël des enfants. Okay. Et le relais avec la cagnotte se fera également. Donc voilà, c'est pour faire participer. Et le plus important, comme Greg l'a dit, les bénévoles des Tigers et d'autres bénévoles, Jérém en fer de lance de cette opération, m'a dit de faire le relais de cette information parce que c'est très important. C'est que la collecte sera vraiment la pierre angulaire de l'association cette année. On n'a pas d'autre choix. Voilà. Le plus important, c'est de pouvoir donner aux enfants un sourire, une joie, un cadeau à Noël. Ça n'a pas de prix, mais encore plus cette année parce que ça va vraiment être particulier. Bien, merci beaucoup Hans d'être venu. Merci Greg et Samuel, toujours fidèles au poste pour parler de notre bon RC Lens. Merci Nando d'avoir accepté En plus, il est tard en Turquie. Il est déjà 23h en Turquie, je dis pas de bêtises. 23h, donc Nando, tu es blessé en ce moment, hein, c'est ça Ouais, mais je me lève quand même tôt. Ouais, mais tu te lèves quand même tôt. Pour continuer à garder ta condition d'imagine. Nando, on te souhaite une bonne continuation pour la suite de ta saison en Turquie. Et merci. Encore merci vraiment d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que les supporters ont été ravis de voir un grand sportif professionnel, fan du RC Lens, répondre aussi bien et aussi précisément à ces questions. On va faire un petit message particulier parce qu'il y a le foot, il y a le sport, il y a le basket, mais il y a des fois des choses peut-être un peu moins légères. Et donc on va faire un petit message à Antoine. On pense à Antoine à qui l'on souhaite du courage et un bon rétablissement. Et également à sa sœur Faustine, Jess et Nono, ses parents, toute la fédé et derrière vous, comprenne qui pourra. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine pour notre émission, un débrief de Dijon-Lens. Et en attendant, je veux dire quelque chose d'un peu risqué, mais je veux oser me jeter à l'eau parce que toutes les semaines je le fais et je n'ai pas peur, mesdames, messieurs. Allez, Lens.